Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Inde et la gauche mondiale. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement. Pensez également à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don en utilisant le lien dans la description. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, le colonel Wilkerson. Le colonel Wilkerson est un colonel de l'armée américaine à la retraite et ancien chef de cabinet du secrétaire d'État des États-Unis, Colin Powell. Colonel Wilkerson, bienvenue à nouveau dans l'Inde et la gauche mondiale. Merci. Heureux d'être à nouveau avec vous. Je voulais commencer par le conflit. Quelle est votre évaluation du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran? Je pense qu'ils n'ont pas lu leur Clausewitz. La toute première chose que Clausewitz établit, pas forcément comme un principe, mais comme une réalité, c'est que chaque fois qu'on envisage de prolonger la politique, ce qui est bien sûr sa conception par des moyens violents, il faut connaître la nature de ce que l'on va créer, la nature du conflit. Il est pour moi absolument évident que ni Netanyahou, même s'il semble mieux comprendre ce qu'il fait, ni Trump, Hegseth, Rubio, ni d'autres membres de l'administration ici à Washington ne comprennent cette nature. C'est tellement évident que c'en est douloureux à regarder. Rubio, hier soir par exemple, était confus, lui-même et certainement la presse qui l'entourait. Trump est partout à la fois. Ses objectifs ont changé de manière spectaculaire au cours des 96 dernières heures, surtout les 48 dernières. Ils ne comprennent pas ce dans quoi ils se sont engagés. Et comme l'écrit Clausewitz, si l'on ne comprend pas la nature du conflit, on est condamné dès le départ. Alors, examinons la nature de ce conflit. Je pense qu'il peut se développer selon plusieurs axes différents, mais l'essence en est qu'un camp, un peuple vieux de 3000 ans, si l'on veut, est déterminé à se battre jusqu'à la mort, pratiquement les 90 millions d'entre eux. L'autre camp est un nain en termes d'ancienneté, à peine présent depuis 250 ans, et pourtant il a accumulé énormément de pouvoir, en grande partie grâce à la chance et au hasard, mais tout de même beaucoup de pouvoir. Et il ne comprend pas les motivations de l'autre camp. Il pense pouvoir simplement les piquer ici, là et partout, tuer des enfants, les décapiter, éliminer l'un des hommes les plus vénérés du monde chiite au moins. Je soupçonne, d'après ce que nous voyons dans les capitales arabes où la population sunnite est plus nombreuse, que nous observons des attitudes similaires de leur part, en partie parce qu'ils détestent leurs dirigeants, mais aussi parce que l'islam reste l'islam, que l'on soit chiite, sunnite ou autre. Et ils n'aiment pas cela. Ils n'aiment tout simplement pas cela. Si vous aviez vu le contraste, et nous faisons de la propagande à ce sujet dans ce pays, nos médias en font de la propagande, mais si vous aviez vu d'autres informations, si vous aviez vu le contraste entre les personnes venues honorer l'islam et celles venues protester contre le régime, la différence était astronomique. C'est donc un élément majeur, à mon avis, qui va considérablement affaiblir Donald Trump et son administration au cours des prochains jours. Et j'ai même pas encore parlé des autres implications comme l'énergie, par exemple. Ce matin, je lisais dans le Daily Telegraph, je crois que c'était le Telegraph, que l'Inde dispose d'environ, votre pays dispose d'environ 25 jours de ce qu'on pourrait appeler du brut, du brut raffiné et des produits raffinés. Environ 60% ou plus du pétrole de l'Inde passe par le détroit d'Ormuz. Ce détroit va être fermé. Et Trump ne s'en rend compte que maintenant. Et il a ordonné à la 5e flotte et à la marine en général de la maintenir ouverte. J'ai une nouvelle pour lui. J'y suis allé, je l'ai fait. Nous avons essayé cela il y a de nombreuses années à Eldorado Canyon,
en rebattant pavillon des pétroliers koweïtiens et en les escortant à travers le Golfe. L'une des choses que nous avons eues, c'est un navire de guerre tellement endommagé par une mine qu'il a dû rentrer péniblement en Amérique. Il lui a fallu des jours et des jours pour revenir. Pas étonnant que nous ne l'ayons pas perdu. Et un pétrolier, le Bridgeton, dont le capitaine était prêt à nous tirer dessus parce qu'il avait lui aussi heurté une mine. C'était il y a bien longtemps, pourtant. Nous avons finalement réussi à rouvrir le détroit et à y faire passer les navires en les escortant avec nos bâtiments de guerre. Mais l'Iran a beaucoup appris depuis. Dans le détroit lui-même, il y a peut-être 17 000 nautiques d'eau. Peut-être 17 000. Mais lorsque l'on prend en compte la profondeur et le chenal nécessaire pour satisfaire cette profondeur pour un grand pétrolier et tout ce qui va avec, c'est beaucoup, beaucoup plus étroit. On m'a dit que cela pouvait être aussi étroit que 3000. Et nous avons utilisé cette mesure de 3000 lorsque nous avons mené un exercice à Pékin en 2009 où nous avons simulé précisément ce scénario. Il y a donc une réelle possibilité qu'Al-Ansar, les Houthis, ferment à nouveau la mer Rouge à tout trafic, sauf à celui qu'ils soutiennent, comme la Chine, l'Iran ou la Russie, mais qu'ils la ferment à tous les autres, en particulier à ceux qui soutiennent Israël et le Golfe Persique également. Nous parlons donc d'une énorme part de la puissance économique mondiale qui ne pourrait plus circuler comme elle le devrait, sauf à un coût considérablement accru. Et quand je parle de la mer Rouge et du Bab el-Mandeb, je ne parle pas seulement du pétrole. Il s'agit de toutes sortes de marchandises qui transitent par le canal de Suez, bien sûr. Nous faisons donc face à un impact énorme sur l'économie mondiale que des dirigeants comme Modi, par exemple, qui détestent les musulmans et se rangent donc du côté de Bibi Netanyahou, ne prennent pas non plus en compte. Et si j'étais Poutine, eh bien, Poutine va faire un profit colossal avec tout ça, un véritable pactole. Les prix du Brent et du West Texas Intermediate, les références, sont déjà en train de grimper. Lorsque nous avons fait l'exercice à Pékin en 2009, ils ont fini à $200 le baril. C'est catastrophique pour la plupart des gens dans le monde. Et j'ai encore une nouvelle pour Trump. Tout le monde dans le monde, la seule ressource aussi essentielle, en a besoin. Ne peut pas, sir. Et laissez-moi vous dire autre chose à propos de ce que Trump a fait. Il a promis tout au long de sa campagne. Et puis, une fois devenu président, il a dit qu'il tiendrait sa promesse de reconstituer la réserve pétrolière des États-Unis. Cette réserve a un facteur critique de sécurité nationale de 500 milliards de barils. Enfin, 500 millions de barils, je suppose. Non, peut-être 1 milliard, je ne sais pas. Je suis un vieil homme, mais c'est 500 et quelques. En ce moment, elle est à 415. Je soupçonne que c'est 1 milliard. Cela signifie donc qu'elle est dangereusement basse selon nos propres critères. Et au fait, allez-vous la reconstituer avec ce pétrole très cher qui va certainement rapporter beaucoup d'argent à vos amis et à coup sûr à Poutine? Mais où allez-vous le trouver et à quelle vitesse allez-vous le trouver? Parce que vous êtes maintenant en guerre, une guerre qui a toutes les chances d'être éternelle, de durer encore et encore, jusqu'à ce que vous ayez tué le dernier Perse dans la dernière montagne d'Iran. Et laissez-moi vous dire que cela va être vraiment difficile, car vous n'avez ni soldats ni marines pour le faire. Vous n'en avez pas. Et si vous déclarez la conscription et mobilisez l'Amérique, les 3/4 de la jeunesse américaine partiront au Canada et au Mexique du jour au lendemain. Garanti. Absolument garanti. Voilà donc quelques-unes des choses qui m'inquiètent vraiment. La plus importante étant qu'ils ne comprennent pas dans quoi ils se sont engagés. Ils ne comprennent tout simplement pas ce qu'ils ont déclenché.
Selon un rapport du New York Times, seulement 2 ou 3 navires ont traversé le détroit d'Ormuz, alors qu'en moyenne, environ 80 navires y passent chaque jour. Et le prix du pétrole brut a déjà augmenté de 15 à 20%. La dernière fois que j'ai vérifié, il était à 85 $ le baril. J'imagine qu'il va bientôt dépasser les 100 $. Et qui sait jusqu'où il ira ensuite. Et, point important, les compagnies d'assurance et les transporteurs ont déjà déclaré de manière informelle et une compagnie d'assurance officiellement qu'ils avaient publié leurs nouveaux tarifs. Ils sont astronomiques. Absolument. Et oui, je pense aux pays du Sud global comme l'Inde qui se trouvent être très vulnérables à l'inflation. Le pétrole brut est l'un des indicateurs les plus importants de l'inflation. L'Inde a probablement accès au pétrole russe, même si les États-Unis ont tout fait pour la dissuader d'en acheter. Mais je me demande aussi ce que ferait l'Europe, étant donné qu'elle n'a aucune intention de faire la paix avec la Russie et qu'elle participe désormais à cette guerre. Ils vont devoir prendre des décisions vraiment difficiles, si j'ai raison, concernant la nature de cette guerre à mesure qu'elle se poursuit. Parce que tu as raison, ils vont avoir des ennuis. Ils vont avoir des ennuis parce qu'ils ne veulent pas prendre de pétrole. Poutine leur a proposé à plusieurs reprises pendant ce conflit de reprendre les livraisons de pétrole, même si nous avons fait sauter un de ces oléoducs. Mais ils ne veulent pas le faire. Cela aurait été d'une aide inestimable il y a 6 mois, 1 an même, 2 ans. Car l'une des raisons pour lesquelles l'économie allemande est en difficulté, c'est qu'elle a tellement perdu lorsque les prix de l'énergie ont grimpé en flèche. Les gens sont partis, ils ne vont pas rester et payer ces prix de l'énergie. L'Europe doit prendre une décision difficile ici. Et l'Iran a encore compliqué la situation en attaquant leurs intérêts à Chypre et en montrant qu'il n'a aucun scrupule à étendre cette campagne aux personnes qui soutiennent le génocide à Gaza et les autres efforts des États-Unis pour enfermer la région. Je pense que nous entendons la vérité de la part de Naftali Bennett et d'autres depuis qu'il a fait ses déclarations sur les objectifs du Grand Israël. Je pense qu'il disait la vérité lorsqu'il a affirmé que la prochaine cible serait la Turquie. Ainsi, Israël avait attiré Erdogan pour une raison quelconque, pas une raison de fond de la part d'Erdogan. Il joue encore une fois la carte politique, cherchant de l'aide pour son économie, qu'il pensait qu'Israël pouvait lui apporter dans son orbite, dans celle de Netanyahou. Mais je ne suis pas si sûr qu'il va rester là maintenant, parce qu'il a lui aussi un vrai problème, compte tenu de ce qui est en train de se passer. Et ce qui se passe, c'est qu'ils te convoitent. Ils veulent ton pays aussi. Et je n'en doute pas une seconde. Je n'en doute pas une seconde. Ces grands sionistes sont, à mon avis, des gens incroyablement stupides. Ils pensent que ce petit État insignifiant, à l'extrémité orientale de la Méditerranée, soutenu presque entièrement, tant dans ses atrocités que dans son économie, à 1 ou 2 exceptions près, par les États-Unis. Et ils pensent que c'est 1 ou 2 exceptions, je suppose, qui concernent surtout l'industrie de l'armement, ou les secteurs liés à cette industrie, ou l'IA, ou tout ce qui alimente cette industrie. C'est là qu'ils se dirigent. Ils pensent que cela suffit à faire d'eux une grande économie. J'ai des nouvelles pour eux. La raison pour laquelle ils ont connu un certain succès économique, c'est parce que nous avons fait des efforts considérables, comme la guerre en Irak, le soutien, comment s'appelait déjà la compagnie pétrolière dirigée par Mark Rich. J'ai oublié. Mais le soutien à Mark Rich, alors qu'il volait du pétrole au programme onusien, pétrole contre nourriture de Saddam Hussein, et l'expédiait en Israël à prix réduit. Le soutien aux Kurdes du nord de l'Irak, alors qu'ils expédiaient clandestinement du pétrole en Israël à prix réduit, en défiance de la politique de Bagdad.
Je veux dire, c'est nous qui avons fait d'Israël ce qu'il est. Il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, y a-t-il là un certain génie? Un génie capitaliste? Un génie entrepreneurial? Oui, mais tu sais quoi? Parmi les 1000, non, qu'est-ce que je raconte? Parmi le million d'Israéliens juifs qui sont déjà partis et qui ne reviendront peut-être pas, la raison principale pour eux, c'était un refuge sûr. Et Israël est tout sauf un refuge sûr en ce moment. Cela va aussi paralyser Israël. Et je soupçonne qu'ils vont en perdre un autre million au cours des 6 prochains mois, voire plus. Donc je ne comprends pas les rêves de ces sionistes, et je ne vois pas comment ils vont les réaliser. Bien sûr, je ne veux pas qu'ils les réalisent, et je ne pense pas que quiconque dans la région veuille qu'ils les réalisent. Regarde Doha, regarde Abu Dhabi, regarde n'importe quel État arabe, regarde l'Égypte. Je sais qu'il est discutable de savoir si c'est un État arabe ou non, pour ceux qui aiment ce genre de distinction, mais eux aussi sont assis sur des barils de poudre. Leur peuple ne les aime pas. Et je pense que c'est plutôt perspicace. Au début, j'ai cru que c'était une erreur de la part de l'Iran, mais ensuite j'y ai réfléchi après avoir parlé avec quelques-uns de mes amis à Téhéran. L'une des raisons pour lesquelles ils frappent les États arabes en ce moment de manière superficielle, bien qu'ils aient tué certaines personnes et causé des dégâts matériels, c'est qu'ils visent ce qui soutient les régimes autocratiques, que ce soit le pétrole ou autre chose. Ils espèrent qu'en Arabie Saoudite, par exemple, où seulement environ 20% de la population est chiite, cette distinction passera au second plan si les gens, déjà en colère à propos de la Palestine, décident de se soulever et de renverser leurs propres dirigeants dans les pays où ils vivent. Donc l'Iran leur a donné davantage de raisons de le faire, je pense. Parce que l'Iran dit en substance « Et nous frappons ceux qui vous oppriment ». J'ai regardé les photos que nos médias refusaient de montrer. Elles venaient d'Inde, je crois. D'Inde, d'Iran même, et peut-être d'un autre pays. Montrant par exemple les Bahreïnis célébrant alors que le bâtiment de notre quartier général de la 5e flotte était en flammes, que notre bâtiment de commandement brûlait. Et au fait, j'ai de bons rapports de là-bas, ou plutôt, je veux dire, je pense des rapports fiables, indiquant que la frappe a effectivement touché l'installation de rechargement des missiles à lancement vertical. C'est un appareil très sophistiqué, et recharger ces missiles à lancement vertical sur les DDG et les DD en particulier, les navires de guerre, est une opération très délicate. Il faut les descendre précisément dans leur logement à bord du navire, et il faut le faire avec beaucoup de précautions. Cela nécessite du personnel sur le pont, ainsi qu'une grue sophistiquée. Eh bien, ils ont apparemment détruit celle de Bahreïn. Cela signifie donc qu'ils doivent aller jusqu'à Diego Garcia pour effectuer cette opération, là où se trouve la suivante disponible. C'est une longue traversée. L'Iran a donc causé des dégâts importants, si c'est bien le cas. Encore une fois, il y a tellement de ramifications à cette guerre que nous pensons simple et courte, mais qui va en réalité s'avérer longue et complexe. Que penses-tu des nouvelles concernant la Turquie qui aurait intercepté des missiles? Certains disent que c'est en réalité l'Iran qui considère la Méditerranée comme une menace. Par exemple, le USS Errol Horn rôde quelque part en Méditerranée après être revenu d'une opération ayant participé à l'enlèvement de Nicolás Maduro au Venezuela, ce qui pourrait en faire une cible. Nous avons déjà consacré une émission à Chypre et aux bases d'Akrotiri et de Dekelia, les bases britanniques et de l'OTAN, et à leur importance pour l'Asie occidentale avec Matt Cunard. Ce sont toutes des cibles potentielles. Mais certains affirment aussi qu'il pourrait s'agir d'opérations sous fausse bannière menées par Israël pour entraîner la Turquie ou l'OTAN dans le conflit. Quelle est ton opinion à ce sujet?
Je voterai pour la seconde option, et je vais te dire autre chose aussi. Tu le sais probablement, mais je vais le dire à tes auditeurs au cas où toi ou eux ne le sauriez pas. Israël est actuellement à Chypre et dans le sud de la Grèce, lançant la campagne contre les Turcs. Ils travaillent déjà à s'assurer d'avoir des canaux de renseignement. Ils ont des gens sur leur liste de paie, notamment des Chypriotes, qui feront partie de la politique visant à renverser Ankara. Et ils s'y emploient déjà. Ils travaillent un peu comme ils l'ont fait en Iran pendant la guerre Iran-Irak. Ce qui a ensuite conduit à ce qui s'est passé lorsque tant d'agents sont apparus au moment de l'attaque américaine. Cette première attaque avec les B-2 qui survolaient et tout, et qu'ils ont commencé à tuer de nombreux Iraniens et à détruire une grande partie des capacités de défense aérienne et de puissance de l'Iran. Cela l'a vraiment anéanti. Eh bien, ce que les Iraniens ont fait dans ce cas-là, c'est qu'ils ont débusqué toutes ces personnes et ils les ont soit emprisonnées à vie, soit exécutées. Ce que fait Israël en ce moment dans le sud de la Grèce et à Chypre, c'est recruter toutes ces personnes, parce qu'ils vont avoir besoin de ce genre de cinquième colonne lorsqu'ils s'en prendront à la Turquie. C'est la seule chose dont je sois sûr à propos d'Israël et de la Turquie, et peut-être du risque d'une opération sous faux drapeau. Et je ne leur en crois pas incapables, Pat. C'est très dangereux. Je ne sais pas pourquoi nous faisons cela. Mais si je lis correctement les cartes, celles qui ont été montrées, je crois, par Danny Davis et Doug McGregor l'autre jour, nous avons des combattants à l'extrémité nord du golfe Persique. Quand j'étais au commandement du Pacifique des États-Unis, qui à cette époque, dans les années 80 et au début des années 1990, était le fournisseur de forces pour le commandement central, le commandement central n'était qu'un petit commandement insignifiant. Nous étions le grand fournisseur de forces. Nous avions une sorte de règle tacite. On ne mettait jamais un navire de guerre américain dans le golfe Persique. Si on le faisait, c'était avec une extrême prudence et seulement pour une période courte et bien définie. On n'y envoyait jamais un porte-avions, jamais, parce que son rayon de giration est trop large. C'est trop difficile à manœuvrer. La raison pour laquelle le F-18 est tombé de ce porte-avions et que nous l'avons perdu en mer Rouge, c'est que le commandant a paniqué. Après tout, il se faisait tirer dessus et il a viré trop brusquement. L'équipage n'a dû estar assez sur le page de côté et de dire « Oh, il faut qu'on positionne ces avions autrement. » L'un d'eux est entré, perdant un avion de chasse d'une valeur d'1 million de dollars. Donc je ne sais pas pourquoi nous faisons cela, mais l'Iran pourrait couler ses navires à tout moment. Voici la réalité. On pourrait prendre un seul individu, le faire nager jusqu'au navire avec une mine magnétique et couler ce navire. C'est aussi simple que cela, car la zone n'est pas très profonde et les navires ne peuvent pas se battre, pour ainsi dire, comme ils le feraient en haute mer ou même dans la mer d'Oman ou la mer d'Arabie du Nord. Il y a eu de nombreux exercices. Je connais tout cela en tant qu'étudiant de la marine au Naval War College et ailleurs. Donc je ne sais pas pourquoi nous faisons cela. Nous cherchons un faux drapeau, par exemple de la part d'Israël, pour nous entraîner plus profondément dans la guerre, ou pour que l'Iran en détruise un ou les deux. Je n'ai aucune idée de pourquoi nous les avons positionnés là. Je voudrais revenir sur votre point important concernant la compréhension de la nature du conflit. Et pour être un peu plus précis, Colonel Wilkerson, pourriez-vous nous donner une idée des forces et des faiblesses militaires des deux camps? L'ensemble des grands médias occidentaux ont offert une couverture assez unilatérale à ce sujet, répétant pratiquement ce qui sort de la bouche de Biden, Trump, Netanyahou et d'autres. Et, plus important encore, des responsables israéliens.
Ils les répètent et les présentent comme s'il s'agissait de nouvelles vérifiées. D'un autre côté, certains médias paraissent plus fiables, nous offrant sans doute une vision plus équilibrée des forces et des faiblesses des missiles, ainsi que des difficultés que rencontre le camp de l'OTAN, ou disons le camp États-Unis-Israël, à les intercepter, et du coût que cela représente. Alors, pour nos téléspectateurs, pourriez-vous partager votre point de vue sur la manière dont les deux camps sont positionnés sur le plan militaire? D'abord, nous entendions, presque incroyable, je sais, quelque chose de difficile à accepter pour ceux qui écoutent Trump depuis plus d'un an, voire plus longtemps. Nous entendons des mensonges absolument incroyables de la part de Donald Trump. Je ne sais pas s'il sait qu'il ment parce que l'armée lui ment, ou s'il fait simplement ce qu'il fait d'habitude. Parler sans réfléchir et dire « c'est formidable, c'est génial, on en a 1 million de cela, 2 millions de ceci ». Lorsqu'on analyse cela de près, avec des experts et des personnes qui, je pense, me disent la vérité, nous ne sommes pas en bonne posture et Israël non plus, au final, pour plusieurs raisons qui relèvent de la stratégie intelligente de l'Iran. Et l'on pourrait penser qu'après avoir été gravement trompé à plusieurs reprises, en particulier la dernière fois avec les B-2 en vol et tout le reste, ils seraient devenus plus avisés. Ce ne sont pas des gens stupides. Ce qu'ils font en ce moment, c'est utiliser très prudemment leurs armes les moins coûteuses, dont ils possèdent des milliers, voire des centaines de milliers. Ils utilisent les moins chers pour reproduire ce qu'ils ont fait pendant la belle guerre, si l'on peut dire, la belle guerre de 12 ou 13 jours, afin de tester les défenses aériennes israéliennes, mais aussi celles des États-Unis et de leurs partenaires régionaux, et de vérifier si ce qu'ils avaient confirmé la première fois, il y a plusieurs mois, reste valable, et si de nouveaux éléments sont apparus. Maintenant, de leur côté, il y a beaucoup de nouveautés, de nouveaux radars venant de Russie et de Chine, de nouveaux missiles venant de Russie et de Chine, de nouveaux techniciens venant de Russie et de Chine, tous opérant essentiellement sous terre. Même les nouvelles escadrilles, d'après ce que je comprends, des derniers avions russes sont souterraines. Donc on ne sait pas exactement ce qu'ils ont, mais d'après des sources fiables en matière de missiles, c'est immense. C'est vraiment énorme. Et ils sont sous terre. Le seul moment où ils sont vulnérables, c'est lorsqu'ils remontent pour tirer, et nous n'avons pas une couverture suffisante pour tout détecter en permanence. C'est impossible. Laissez-moi vous donner un petit indice pour expliquer pourquoi. Si vous décollez du Lincoln, il est à 1000 milles de distance. Et c'est bien normal, car l'Iran dispose de missiles capables de le couler. J'attends de voir s'ils le feront, car je sais qu'ils ont des missiles à grande vitesse, capables de détruire le Lincoln. Cela ferait 5000 marins américains à la mer, probablement 2000 à 3000 morts sur le coup. Donc, si vous partez d'à peu près 1000 milles nautiques, il vous faut du ravitaillement en vol. Ces chasseurs n'ont pas une telle autonomie, surtout le F-35. Et nous avons envoyé Dieu sait combien d'escadrons de F-35 là-bas. Espérons que nous comptons sur un taux de disponibilité opérationnelle supérieur à 30%. Ou, vous savez, peut-être qu'ils atteignent 50% parce que dans toutes les versions, ce qu'ils produisaient n'était pleinement opérationnel qu'environ 50% du temps, au mieux. Donc c'est déjà la moitié de votre flotte hors service. Mais il faut les ravitailler, et pour cela il faut disposer de gros ravitailleurs très coûteux en vol, ou bien utiliser les ravitailleurs embarqués sur le navire. Et ceux-là ne peuvent pas ravitailler grand-chose, car ils ne sont guère plus grands que le chasseur qui prend le carburant. Donc, de vraies complications pour obtenir ces missiles balistiques. Et Trump dit chaque jour que nous les éliminons tous, que nous les éliminons tous.
Eh bien, je sais que cela ne peut pas être vrai, car nous ne pouvons pas les cibler. Leur mode d'action est très éphémère. Ils apparaissent, tirent, puis redescendent aussitôt. Je suis sûr que nous en abattons certains. Cela ne fait aucun doute. Mais quelques-uns, ce n'est pas beaucoup, sur ce que j'entends être des dizaines de milliers de missiles. L'Iran agit donc avec beaucoup de circonspection dans ce qu'il fait, et il teste le système avec la première vague. Certains d'entre eux, comme nous l'avons vu, sont passés. L'un des petits drones a tué 22 personnes, en a blessé 70, et 6 sont toujours portés disparus en Israël. Donc certains d'entre eux passent. Et une fois que les Israéliens, les États-Unis et nos alliés auront épuisé les Patriots et les autres systèmes que nous utilisons, et nous les épuiserons, c'est certain, alors ils enverront les meilleurs missiles. Ils ne vont pas les risquer contre des moyens de défense aérienne. Et la dernière catégorie de missiles qu'ils enverront, si mes informations sont correctes, ce sont ceux qui se déplacent à Mach 3, Mach 4, voire Mach 5. Nous ne pouvons rien faire contre eux. Rien de ce que nous avons dans notre arsenal ne les arrêtera. Je soupçonne que c'est ce type d'armes qu'ils vont réserver pour le Lincoln et peut-être même pour le Ford. Ils pourraient frapper le Ford en Méditerranée, couler les 2 porte-avions, et Donald Trump n'aurait même plus la moindre chance d'être réélu. Je soupçonne que Donald Trump se dirigerait vers une procédure de destitution si le Congrès avait un peu de bon sens. Mais c'est le genre de potentiel qui existe ici. C'est la nature du conflit en cours. Et les Iraniens semblent prêts à faire preuve de beaucoup de patience et à en tirer parti. Ils semblent avoir les munitions nécessaires pour le faire. Je pense que Bibi le sait. Donc je serais très surpris, et j'étais là pendant la guerre de 1973. Je serais très surpris s'il n'a pas déjà chargé plusieurs armes nucléaires. Très surpris. Et cela m'inquiète. C'est très non. Je suppose que je devais aussi vous interroger sur la stratégie consistant à attaquer des civils, car nous avons tous lu des informations sur l'attaque contre l'école primaire de filles à Minab, dans la province d'Hormozgan, dans le sud de l'Iran. Il y a également des rapports concernant l'attaque contre l'hôpital Gandhi à Téhéran. Et maintenant, CNN nous a fourni une couverture détaillée sur Trump s'adressant à des dirigeants turcs dans l'ouest de l'Iran et dans d'autres zones frontalières de l'Irak. Ils essaient de les utiliser pour faire quelque chose de similaire à ce qu'ils ont tenté en Irak et en Syrie. Armer des groupes rebelles, les déstabiliser. Nous savons bien sûr que l'Iran est intérieurement très vigilant. Le Basij, la branche du CGRI, est extrêmement vigilant. Mais je me demande ce que vous pensez de ces développements, surtout étant donné qu'en Syrie, le camp turc s'est en quelque sorte désengagé, si l'on peut dire, en échange d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Et la Turquie serait très très nerveuse à l'idée que les États-Unis soutiennent ou tentent à nouveau de relancer ce genre d'initiative en Iran. Quelles sont vos réflexions sur tous ces développements? Je pense que c'est très dangereux et je pense que cela porte fortement la marque de Bibi Netanyahou, dont l'objectif n'est pas celui de Trump. Trump a dit quel était son objectif. Et je crois une chose, son objectif est essentiellement d'obtenir un meilleur régime à Téhéran ou quelque chose de ce genre. L'objectif de Bibi Netanyahou n'est pas celui-là. Il ne veut pas d'un régime à Téhéran. Il veut une confusion totale à travers toute l'étendue de l'Iran, qui est assez vaste, une confusion totale. Et il veut que cette confusion ressemble beaucoup à la Syrie, à ce à quoi la Syrie ressemblait pendant quelques années quand Assad se maintenait de justesse et était repoussé jusqu'à Damas. D'ailleurs, Israël veut aussi Damas et la Syrie. Alors, observez ce mouvement terrestre vers le Liban s'étendre s'il réussit. Je ne sais pas si le Hezbollah a encore la puissance, les munitions, le commandement, pour leur résister de manière significative.
Mais s'ils n'y parviennent pas, attendez-vous à les voir chercher à prendre la majeure partie de la Syrie aussi, car cela fait partie de leur programme. Ils veulent la Syrie également. Et ils veulent le Liban. Ils veulent le Liban depuis longtemps. C'est nous qui les avons empêchés de consolider leur contrôle sur le Liban. Vous vous souvenez peut-être qu'en 1992 et 1983, je crois, lorsqu'ils se sont vraiment retrouvés dans une impasse, nous avons dû les tirer d'affaire. Et lorsqu'ils ont été secourus, ils ont commis des atrocités dans les camps de réfugiés en sortant. Ariel Sharon était l'homme en charge de cette guerre, plus tard Premier ministre. Ils ne changent pas. Ces gens-là ne changent pas. Leur objectif, c'est ce qu'ils font. Et pour reprendre ton point, ce sont deux objectifs très différents. Avoir un Iran avec un bon gouvernement, stable et dans l'orbite des États-Unis, contre avoir un pays complètement chaotique de 90 millions d'habitants aussi grand que l'Iran, ce que Bibi veut. Alors attends qu'ils réconcilient leurs objectifs. Mais je ne pense même pas que Donald comprenne que c'est ce que Bibi veut. Donc comme tu l'as suggéré, nous voyons Erdogan avoir ici des intérêts différents et peut-être surprendre tout le monde en entrant soudainement dans le conflit à un endroit où personne ne pensait qu'il le ferait. Ces personnes étant Bibi Netanyahou. Et il doit en être conscient. Il le doit. Je sais que Bibi est allé le courtiser, l'a invité à dîner et tu sais, lui a fait tout son discours sur toute l'aide économique qu'il recevrait d'Israël et ainsi de suite. Et apparemment Erdogan est tombé dans le panneau. Mais cela ne l'empêchera pas de comprendre quelles sont les véritables intentions de Bibi si elles se manifestent soudainement. Donc, ton point est bien pris. Tu pourrais entraîner la Turquie dans cette querelle, non seulement à cause des Kurdes, mais aussi parce qu'ils voient ce que fait Israël et se rendent compte que c'est contraire à leurs intérêts. Comme je l'ai dit auparavant, tout cela a toutes sortes de ramifications auxquelles nous n'avons tout simplement pas encore réfléchi. Nous pourrions plonger toute la région dans une situation de guerre. Et cela a aussi une très mauvaise tendance à se propager. Je veux dire, imaginez simplement l'Ukraine et le Levant fusionnant en termes d'hostilité. Et nous sommes là, en Azerbaïdjan, nous sommes là, en Arménie, nous sommes là, en Géorgie, en train d'essayer de semer le trouble contre Poutine. Nous n'avons pas arrêté. Nous essayons toujours de renverser le gouvernement qui a été élu de justesse, mais qui a été élu parce que sa politique était équilibrée entre Moscou, l'Europe, Washington et la Géorgie, à Tbilissi. Nous essayons toujours de renverser ce gouvernement, et Poutine le sait. J'ai été frappé par quelque chose de très intéressant que vous avez dit à propos de l'écart entre les objectifs de Trump et de Netanyahou. En d'autres termes, Trump veut des gouvernements amicaux dans la région, tandis que Netanyahou veut l'absence d'État là-bas, afin qu'il n'y ait qu'un seul État, un État sioniste et colonial qui puisse continuer à s'étendre. C'était un cadre de réflexion intéressant. Oui, je pense que Trump va finir par s'en rendre compte, et Hegseth et Rubio aussi. Je ne sais pas à quelle vitesse ils vont parvenir à cette prise de conscience, mais il faudra peut-être des actions concrètes sur le terrain qui contredisent visiblement et physiquement ce que Trump veut faire, pour qu'il réalise qu'il a un partenaire qui, même si l'argent de Miriam Adelson lui brûle les doigts, reste un partenaire susceptible de mettre fin à sa présidence. Et ce sera un moment décisif au sein du cadre d'alliance, si l'on peut dire. Je n'ose pas l'appeler ainsi. Je déteste dire cadre d'alliance entre Israël et les États-Unis, mais c'est bien ce que c'est, bien sûr. Pourtant, il y a une raison pour laquelle nous ne les avons jamais qualifiés d'alliés formels. Nous ne l'avons jamais fait, pas vraiment. Trump l'a fait dans une certaine mesure, mais nous n'avons jamais vraiment identifié Israël comme un allié formel des États-Unis. Allié majeur hors OTAN, toutes sortes de qualificatifs, mais pas un allié formel au sens du Japon, de la Corée ou d'autres pays.
Il y a une raison à cela. Quel est votre sentiment quant à l'avenir des pays du Golfe ou du CCG et de l'Iran? Je veux dire, une grande partie de cela sera déterminée par l'issue ou la trajectoire de ce conflit. Je suis très curieux de savoir si vous pensez qu'ils ont commencé à percevoir les vulnérabilités liées au fait d'être un vassal à ce stade de l'Empire. Étant donné à quel point l'Empire lui-même est imprévisible et même vulnérable, car beaucoup abandonnent les ambassades et, selon certaines informations, même les bases pour se réfugier dans des hôtels des pays du Golfe que l'Iran a frappés. Et d'un autre côté, il me semble qu'au moins jusqu'à présent, l'Iran fait preuve d'une très grande prudence dans la manière dont il cible ses attaques contre les États du Golfe. Il s'efforce beaucoup, du moins dans leurs déclarations officielles, de dire « Nous ne visons que les installations militaires américaines ». Et même les quelques hôtels et bâtiments que nous avons touchés l'ont été parce que du personnel américain s'y était réfugié, envoyant ainsi un signal au monde et à la région qu'ils ne cherchent pas le chaos. Même si, s'ils y sont contraints, il n'y aura plus de ligne rouge, comme l'a dit Abbas Araghchi. Quelle est ton analyse de l'avenir des relations entre les États du Golfe et l'Iran? Tout d'abord, je pense que j'ai déjà traversé cela. Et la Doyle Rice, parmi toutes les questions sur lesquelles nous avons travaillé avec elle, en tant que conseillère à la sécurité nationale de George W. Bush, a été catégorique à ce sujet pendant un certain temps et a même mis le président en colère, ce qui explique pourquoi elle a abandonné. Mais je suis d'avis que le printemps arabe aurait dû réussir, et elle aussi, dans une certaine mesure. Quand cela n'a pas été le cas, beaucoup d'entre nous se sont inquiétés et ont commencé à analyser pourquoi. De nombreuses raisons sont apparues, bien sûr, en partie à cause de l'inefficacité du leadership de ceux qui s'opposaient à des dirigeants comme Moubarak, et même à Riyad, à Abu Dhabi et ailleurs. Mais la principale raison, comme l'a dit à l'époque l'un des experts de l'équipe de planification politique du département d'État, c'était la lassitude du peuple. Ils n'ont tout simplement pas le courage de se lever et de défier leurs dirigeants, même si ces dirigeants, le plus souvent, agissent contre les intérêts collectifs de la majorité. Nous avons vu cela en Irak, dans une certaine mesure aussi. Nous l'avons vu avec les chiites, par exemple. La majorité étant opprimée par les sunnites et les chiites, ne faisant rien à ce sujet, ou même lorsque nous avons essayé de les aider, ne faisant toujours rien. Il est donc difficile de dire que ces gens trouveront un jour le courage, le leadership et la détermination nécessaires pour renverser ces autocrates. Mais permettez-moi de dire, et que ce soit consigné, qu'ils le devraient. Cela dit, je pense que Mohammed Ben Salman, peut-être pas Mohammed Ben Zayed et d'autres, mais je pense que MBS comprend réellement qu'il est assis sur une poudrière. Il sait qu'il doit tuer beaucoup de gens périodiquement pour les convaincre qu'ils n'ont pas intérêt à allumer la mèche de cette poudrière. Donc ce qui se passe en ce moment, encore une fois, pas de la manière que le printemps arabe avait promise, mais d'une façon très différente, clausewitzienne, c'est que la nature de la guerre pourrait s'étendre et changer très rapidement. Cela a le potentiel, encore une fois, de renverser certains de ses dirigeants. Et je pense que l'Iran fait preuve d'une grande circonspection, pour les raisons que vous avez clairement énoncées. Il ne veut pas avoir plus d'ennemis qu'il ne peut en gérer. La conservation des ennemis est le principe numéro 1 de la guerre. Mais en même temps, il se peut qu'il explore les possibilités, surtout si l'on obtient ce genre de réaction, comme à Bahreïn ou à Karachi, où il frappe notre consulat, essaie de briser les vitres et de nous tuer. J'ai vu cela. J'ai aidé à installer ces vitres, car nous savions que ce consulat était très vulnérable et très proche de la rue.
Je les ai vus frapper ces vitres avec des fourches, des haches et des masses, et elles rebondissaient sur les vitres. Bien sûr, ce sont des vitres de sécurité très coûteuses. Mais c'était de la rage, c'était de la pure rage. Nous n'avons même pas encore parlé du rôle du Pakistan dans tout cela. Une puissance nucléaire qui a promis à l'Iran et à Riyad, à tous deux, que s'ils avaient besoin d'une arme nucléaire, ils l'auraient. À leur disposition, ils l'auraient. Et je le crois. Je le crois à 100% parce que j'ai participé au démantèlement du réseau Aq Khan et j'ai vu à quel point Aq Khan était vénéré par une grande partie du monde islamique, d'un bout à l'autre, comme le père de la bombe atomique islamique. Et j'ai vu combien de gens nous détestaient vraiment pour l'avoir pratiquement éliminé. Voilà toute l'histoire. La trame et le mouvement de la région qui était en ébullition pendant le printemps arabe pourraient à nouveau s'embraser à cause de cette guerre. Et les Iraniens, je pense, ont une vision à long terme. Nous, non. Nous n'avons jamais eu de vision à long terme. Nous ne faisons pas de stratégie. Mais eux, oui. Ils peuvent tenir longtemps. Ils peuvent recruter longtemps. Ils peuvent frapper des cibles choisies pendant longtemps. Nous ne les empêcherons pas de le faire, sauf si nous envahissons. Et si nous envahissons, nous sommes finis. Nous sommes finis. Cela ferait paraître l'Irak et l'Afghanistan comme des jeux d'enfants, comparé à une intervention en Iran. 90 millions de personnes dans un vaste pays avec des montagnes et tout le reste. Ce serait la fin de la capacité de l'Empire à influencer le Moyen-Orient. Penses-tu qu'ils pourraient vraiment commettre l'erreur d'envahir? Ou ont-ils au moins assez de bon sens pour savoir qu'ils ne peuvent pas faire ça? Trump en a parlé. Trump en a parlé publiquement. Il en a écrit. J'espère que ce qu'il reste de la direction du Pentagone, et je le pense vraiment, Hegseth les a méthodiquement démantelés. Il a soigneusement mis de côté des généraux 2 étoiles, 3 étoiles, voire quelques 4 étoiles. Et il a méthodiquement rempli les rangs de nationalistes chrétiens, de personnes qui croient à l'Armageddon, des prédicateurs qui leur parlent de l'Armageddon et de la nécessité de cette guerre. Allumez YouTube et regardez John Hagee, hier je crois, ou peut-être avant-hier. John Hagee, le chef de Christians United for Israel. Et il incite l'armée à y voir l'Armageddon, à se considérer comme des croisés, à percevoir cela comme la fin des temps provoquée par leurs propres actions. Je ne plaisante pas. Cela se passe en ce moment même dans ce pays, dans mon pays. C'est en cours. C'est donc un moment qui pourrait dégénérer en un conflit bien plus grave, sur de nombreux fronts et dans de multiples dimensions. Sans parler du fait qu'il y a, combien d'Arabes déjà? La dernière fois que j'ai vérifié, c'était environ 400 millions. On parle d'un sacré désordre. Si Modi pense qu'il a un problème avec les musulmans en Inde, qu'il attende de voir le désordre qu'il aura à sa frontière avec cette affaire. Nous arrivons à la fin. Je voulais vous interroger un peu sur le sentiment intérieur et la situation aux États-Unis concernant cette guerre. Dans le passé, il était rare de voir une opposition aux guerres impériales américaines dès le départ. En général, elles ne commencent à croître que lorsque les États-Unis commencent à perdre, car les gens ne veulent pas perdre, ni se retrouver du côté des perdants. Mais nous avons vu, du Vietnam à l'Irak, en passant par l'Afghanistan, que les Américains ont tendance à se rallier au drapeau, du moins au début. Cette fois, il m'a semblé que c'était complètement l'inverse, si l'on en croit de nombreux sondages. Sur le plan militaire, j'ai reçu Scott Ritter il y a quelques jours, et il a dit exactement ce que vous disiez à propos de la politisation de l'armée, qui entraîne des conflits très sérieux au sein des rangs. Entre ceux qui sont des professionnels, disons, et ceux qui sont plus politisés et idéologiquement motivés. Quelle est l'incidence de cette guerre sur la politique intérieure américaine?
ou inversement. What is the implication of this war on US domestic politics or vice versa? Permettez-moi de commencer par votre dernier point, car c'est potentiellement le plus dangereux. Ce qui se passe ici, c'est qu'on amplifie ce que Pete Hegseth a reçu l'ordre de faire et qu'il fait avec beaucoup de précaution au sein du Pentagone et dans les rangs de l'armée. Vous l'avez vu entamer ce processus à Quantico, lorsqu'il a réuni tous les officiers généraux, accompagnés de la plupart de leurs assistants engagés, et leur a parlé. Le président est venu et leur a également adressé la parole. Ce qu'il fait, c'est préparer l'armée à ce qu'elle n'était pas le 6 janvier sous l'administration précédente. À l'époque, elle s'opposait absolument à un coup d'État, et au pire, elle se serait tenue à l'écart en disant « Non, Monsieur le Président ». Ce que Milley, alors président des chefs d'état-major interarmées, a d'ailleurs laissé entendre par la suite. Aujourd'hui, Hegseth est presque au point d'obtenir suffisamment de soutien au sein de l'armée pour appuyer un coup d'État, au point qu'il pourrait aller voir le président et lui dire avec assurance « Ne vous inquiétez pas, cela ne se reproduira plus. Cela ne se reproduira plus. » Mais ce que cela révèle, et vous l'avez bien souligné, c'est qu'il existe encore des professionnels, des personnes qui pensent différemment. Des gens qui croient que c'est à la Constitution qu'ils prêtent serment, pas à l'homme dans le bureau ovale, et certainement pas à un prédicateur, pas à Jésus-Christ. Cela met vraiment ces gens en colère. L'idée qu'ils devraient prêter serment à Jésus-Christ, comme le disent certains de ces types, tel ce prédicateur texan, selon lesquels leur allégeance devrait aller à Jésus-Christ et non à la Constitution. Nous avons donc, dans cette guerre, et ce que vous venez de décrire sur le fait que nous semblons être en train de la perdre, ou du moins de ne pas progresser très vite, un facteur qui alimente tout cela de manière considérable. Parce que si c'est le cas, alors Trump doit agir vite, peut-être même plus vite encore. Pendant les élections de mi-mandat, voire avant, il doit régler cette affaire très rapidement. Sinon, il se retrouvera dans une situation où ils seront déjà en selle, prêts à galoper vers la destitution. Et le peuple américain sera à la traîne. Et tu as tout à fait raison. Pour en venir à ton point plus large, les sondages montrent actuellement que moins d'un tiers, certains aussi bas que 27 ou 28%, des Américains soutiennent cette guerre pour diverses raisons. Mais malgré tout, ce pourcentage se retrouve aussi au sein du mouvement MAGA. C'est donc un moment dangereux, à la fois sur le plan intérieur et international. Ces dynamiques pourraient se renforcer mutuellement d'une manière qui aiderait Trump à devenir l'autoritaire, le tyran qu'il aspire à être et à réussir en fin de compte. Nous allons en rester là, colonel Wilkerson. C'était une conversation vraiment très intéressante. Je terminerai avec ce que vous avez dit au tout début, avant l'enregistrement, que nous pourrions peut-être nous rencontrer dans d'autres circonstances. Mais cela appartient à l'avenir, je suppose. D'ici là, merci beaucoup et passez une excellente fin de journée. Vous aussi, et merci de m'avoir invité. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Mudyar Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne le pouvez pas, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer et partager nos vidéos avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Don't forget to hit the subscribe button.